Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le mercredi 30 octobre et à la une de ce journal, lundi matin, Ben Ali, un agriculteur mahorais de 41 ans, surprenait un individu en train de voler dans son champ. Une bagarre a alors éclaté et le propriétaire terrien a fait usage d'une arme de type gomme-cogne qui a atteint le voleur présumé à la tempe. Ce dernier a été opéré au CHM et est actuellement hospitalisé. L'agriculteur a quant à lui été placé en garde à vue avant d'être libéré lundi en fin d'après-midi. Hier matin, il s'est rendu dans ses parcelles et n'a pu que constater les dégâts. Au montage, Leslie Vimelet. Depuis lundi, toutes les conversations tournent autour de ce fait divers qui aurait pu très mal finir. L'une des proches de l'agriculteur ayant fait usage de son arme sur un voleur présumé a accepté de raconter sa version des faits. Quand notre frère Ben Ali est parti dans son champ, il a trouvé 3 individus. Donc déjà c'est 3, c'est pas 3 un. individus avec armes, chombo, qui semblaient être très à l'aise sur son terrain, sur sa parcelle. Donc il leur a demandé de partir, auquel ils ont refusé. Et lui, enfin, parce qu'il y a eu évidemment des échanges très animés. Et quand il a vu que les personnes ne voulaient pas partir, il voulait en découdre, il a tiré en l'air. Quand il a tiré en l'air, 2 personnes sont parties. La troisième, qui semblait peut-être plus sûre d'elle-même, d'être dans son droit, d'être sur cette parcelle-là, s'est rapprochée de lui et a eu un corps à corps. Et dans le corps à corps, Chombo contre lui, son arme qu'il avait, le coup il est parti dans la légitime défense pour nous. Interpellé puis remis en liberté vers 17h30 lundi, Ben Ali a de nouveau eu affaire aux policiers hier. En effet, il a retrouvé ses 3 parcelles complètement saccagées. Un acte vécu comme des représailles sur un territoire où certains vivent en marge des lois républicaines. Vous savez très bien qu'à Mayotte, nous ne vivons plus dans nos maisons. Nous ne vivons plus dans nos plages, dans nos champs, vous le voyez. Donc aujourd'hui, si il n'avait pas amené son arme, est-ce qu'il serait vivant aujourd'hui, à l'heure actuelle où nous parlons? C'est la question qu'il faut se poser. D'accord? Donc on en est là. On en est là. Il faut penser, se protéger. Est-ce qu'il faut se faire justice soi-même pour sa propre vie? Non, on ne peut pas faire ça. Non, mais dans tous les cas, la question se pose, Patrick. D'accord? Il faut rappeler aussi ce qui s'est passé à Chiconi, il y a 1 an de cela. Nous l'avons perdu, cette personne-là. Et il était dans son propriété privée. C'est vrai. Il a perdu la vie. Nous savons très bien qu'il y a d'autres personnes dans d'autres circonstances qui ont perdu la vie. N'oublions pas Christophe qui a été poignardé à Kawini pour défendre sa famille. Aujourd'hui, nous nous posons la question, est-ce que nous vivons dans un territoire anarchique ou est-ce que le droit existe réellement? Agriculteur de 41 ans en pleine expansion, Ben Ali va devoir tout reconstruire, même si pour l'heure ce dernier vit dans la peur qu'on porte atteinte à sa vie. Nous avons reçu des menaces de mort. Qui nous? Nous, quand je dis nous, c'est que nous avons une plateforme, enfin un groupe d'échange sur Passamenti, sur lequel nous communiquons entre nous. Donc il y a des individus, je pense, qui font partie du groupe et qui ont transféré nos messages quand nous avons publié la libération de Ben Ali. Ils l'ont publié, après ils ont fait des échanges en surenchérissant, en disant voilà, aujourd'hui vous êtes heureux, mais demain vous allez pleurer, vous allez le pleurer, votre frère, vous allez le pleurer parce que nous allons nous venger. Et moi j'ai envie de rajouter que psychologiquement, Ben Ali, je pense qu'il est à l'image à l'image de son champ, complètement dévasté, détruit et terrorisé. Il est terrorisé. Une réunion entre les différents collectifs est prévue ce vendredi à Passamenti. Il sera alors question de trouver un moyen de soutenir l'agriculteur, mais également de demander des comptes aux autorités, à l'heure où les tensions communautaires font craindre le pire. Et place maintenant à l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Fatiou Ibrahim, membre de l'association Collectif des citoyens de Mayotte. Fatiou, bonsoir. Bonsoir, M. Bellucci. Bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de Coésie TV. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes membre du collectif, mais c'est une affaire qui j'imagine, vous touche particulièrement parce que vous avez vécu aussi quelque chose de similaire, une agression lors d'un cambriolage chez vous. Ce n'était pas dans votre champ, c'était dans votre maison. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez appris ça?
Alors, tout d'abord, j'aimerais exprimer au nom du collectif des citoyens de Mayotte la douleur en fait que nous partageons, la douleur de la famille que nous partageons. Nous les avons rencontrés, nous avons discuté avec eux, et c'est extrêmement grave ce qui se passe à Mayotte parce que nous sommes sur de la spoliation, sur des actes de terrorisme. Il s'agit ici d'immigrés, encore une fois. C'est la réalité, la dure réalité qui revient toujours, qui est têtue et qui revient toujours à la face des autorités qui ne prennent pas leurs responsabilités justement. Et que donc ici, il s'agit d'immigrés qui rentrent dans un champ et qui, comme tous les exploitants qui sont à Mayotte, quand on leur demande, ce qui se passe, c'est des voleurs qui rentrent. Et quand les propriétaires leur demandent de partir, ils leur disent, alors vous avez le choix entre votre vie et les biens que le voleur a volés. Et donc, nous exprimons totalement notre solidarité par rapport à la famille. Nous exprimons notre douleur que ressent cette famille. Et bien entendu, c'est des choses qui sont totalement condamnables. Et nous ne comprenons pas que les autorités prennent aussi à la légère ce genre d'événements. Effectivement, il y a de cela 3 ans, j'ai vécu la même chose, même si je n'aime pas trop parler de ma situation personnelle parce que je ne suis qu'un individu dans Mayotte. C'est des choses qui arrivent à tout le monde. Et encore aujourd'hui, nous ne savons toujours pas qui l'a fait. Encore une fois, c'est un immigré qui est arrivé, qui n'est enregistré nulle part. Et pourtant, il y a des éléments qui... Votre agresseur n'a jamais été retrouvé ? Jusqu'à présent, on ne sait toujours pas qui c'est. Ça, on imagine que c'est quelque chose aussi de compliqué parce qu'on entend ici et là dire ces personnes qui agissent comme ça, parfois elles quittent même le territoire. Mais bien sûr. Et ça, on imagine pour les victimes et pour les familles qui craignent aujourd'hui pour leur vie, c'est quelque chose de se dire, en plus peut-être qu'on ne retrouvera pas ces personnes. Exactement, mais ils le disent. Ils ne s'en cachent même pas. Ils profitent de l'anonymat. Ce sont des gens qui n'ont ni titre, ni quoi que ce soit, qui viennent et ils le disent, que de toute façon, le Mahorais, c'est comme ça qu'ils disent, hein, je l'ai déjà entendu moi, le Mahorais qui leur fera quoi que ce soit, ils n'hésiteront pas, ils le tueront et repartiront en jouant. Je ne suis pas, excusez-moi, non mais je ne suis pas en train de stigmatiser une population, c'est des choses que j'ai entendues moi. J'ai entendu des personnes dire, de toute façon, je le dis en Mahorais, de toute façon, Mzouane Kanasara Mahorais. Voilà. Comment voulez-vous vivre, comment voulez-vous envisager le vivre ensemble avec des gens qui ont cette mentalité ? Il ne s'agit ici pas de dire tout simplement de dénoncer de la xénophobie, du racisme ou quoi que ce soit. Ce sont des choses qui sont dites. Ils le disent et ils le reconnaissent. Donc du coup, c'est pour cela que le collectif des citoyens de Mayotte a toujours appelé. Nous faisons confiance à la justice par rapport à cette affaire et nous espérons que toutes les responsabilités seront recherchées. Vous défendez la légitime défense ? Mais bien entendu, parce que comment est-il admissible que des gens rentrent dans une propriété privée, qu'ils volent et que quand le propriétaire réagit, cette personne-là, face à une arme, face à des sommations, nous ne voulons pas pénétrer dans l'affaire, mais se permet quand même d'agresser. Ce sont des choses totalement inimaginables, c'est impensable en France. Et face à cela, encore plus grave, il y a des actes de représailles qui sont réalisés parce qu'il y a une famille qui a osé réagir. Alors nous, collectif des citoyens de Mayotte, nous disons, mais alors de la façon la plus ferme, notre soutien à la famille, tellement plus fermement que nous appelons le 2 et le 9 novembre prochain à une moussada. Nous appelons tous les Mahorais, tous les exploitants, tous les agriculteurs à aller sur le champ. Il y a une réunion qui est prévue avec la famille ce vendredi à 13h à la médiathèque. Il faudra aller là-bas, écouter ce qui va être décidé. Tous les collectifs là sont d'accord, tous les collectifs, je ne sais pas, je parle au nom du collectif des citoyens de Mayotte présidé par Estelle. Nous appelons tous les Mahorais à venir exprimer face au mal qui nous guette, face au mal qu'on est en train de nous faire, à exprimer le plus grand bien que toute la population de Mayotte sait faire. Mais qu'est-ce qu'il faut C'est d'aller faire la moussada dans un premier temps. Nous, après effectivement cet acte qui sera un acte symbolique et d'union aussi, mais après qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Il va falloir trouver des solutions parce que c'est inquiétant quand même ce qui est en train de se passer aujourd'hui. On sent vraiment les tensions communautaires
finalement qui ressurgissent autour de cette affaire, qui ressurgissent mais qui sont finalement toujours là, qui sont sous-jacentes et qui parfois à des moments explosent comme ça au travers d'affaires comme celle-ci. C'est ce que justement nous n'avons eu de cesse ces dernières années de dénoncer, d'appeler toutes les autorités à prendre leurs responsabilités. Monsieur le sous-préfet Kerdonkuf, il est venu ici pourquoi? Il est venu ici pour lutter contre l'immigration clandestine. La seule chose qu'il a faite et dont tous les Mahorais sont témoins, c'est d'arrêter Estelle qui a voulu manifester pacifiquement en t-shirt blanc le 22 octobre dernier. La vidéo elle est disponible sur YouTube, sur Facebook, 120 000 vues. Cette vidéo. C'est ce que les gens ont vu du préfet Kerdonkuf, que le 22, il a honteusement fait arrêter Estelle pour être venu manifester pacifiquement son désaccord par rapport au mépris dont se fait témoin l'État à Mayotte. Et donc, c'est ce que nous avons dénoncé depuis toujours, c'est ce que nous appelons toutes les autorités à faire depuis toujours, à savoir que l'État qui lutte activement contre l'immigration. Nous ne leur demandons pas de renvoyer les clandestins chez eux. Nous leur demandons dans un premier temps d'arrêter qu'ils entrent chez nous. Deuxièmement, que les autorités locales, qu'elles arrêtent de laisser pulluler ici et là les commerces illégaux, parce que c'est cela aussi qui avantage les vols dans les champs. Les gens vont voler pour survivre, les gens vont voler pour aller revendre. Donc si les autorités locales arrêtaient un tant soit peu de faire de la politique politicienne et de faire leur boulot, ça n'arriverait pas. Parce que tout simplement, il y a besoin d'une traçabilité des produits agricoles qui sont distribués. Il y a un besoin de réguler le commerce qu'il se fait à Mayotte. Et ça appartient aux autorités. C'est pas au collectif de le faire. Ce sont des pertes aussi pour les agriculteurs. Exactement. Souvent. Mais c'est ce qui avantage les vols qui sont commis dans les exploitations. Et donc nous allons déjà organiser cette moussada pour manifester notre soutien. Nous sommes sur la moussada, le soutien, et nous laissons la justice, et nous faisons confiance à la justice qu'elle va faire son travail pour dégager toutes les responsabilités par rapport à qui les a fait entrer, qui les héberge, etc., etc. Et puis nous appelons encore une fois les autorités à prendre une bonne fois pour toutes les responsabilités, parce que c'est inadmissible que les Mahorais soient attaqués chez eux, et quand ils se défendent, qu'ils soient traînés devant la justice. Aujourd'hui, nous entendons parler dans les médias de l'affaire de la personne qui a été agressée, mais c'est pas l'affaire de la personne qui a été agressée, c'est l'affaire de la personne qui s'est défendue face à un voleur qui est entré chez lui et qui veut spolier ses biens, qui veut lui s'accaparer de ses biens, et quand la personne se défend, on vient commettre des actes de représailles. Un mot sur les propos qui ont été tenus ce matin par l'une des proches, qui expliquait aujourd'hui il est terrorisé, il est dévasté, il a perdu plus d'1 an de travail, il a perdu son activité qui est en pleine expansion. Vous avez vécu ça, ce traumatisme de l'agression. Comment on se relève de ça? Comment derrière on arrive justement à faire face? On imagine que ça prend du temps et parfois ce n'est pas forcément possible. Vous avez aussi fait passer tout ça par un engagement aujourd'hui que vous avez? Moi, je suis engagé depuis longtemps. Les gens verront sur YouTube. J'ai publié en 2000... Ça a renforcé votre engagement, ça a certainement renforcé. Ça ne fait que confirmer. Aujourd'hui, ce que font tous les actes, comme m'a dit Estelle dans un live qu'elle a fait récemment, hier, je crois, comme ce qu'a dit Estelle, tous les actes que font les Comoriens ne font que nous renforcer dans notre mode de pensée, ne font que confirmer que nous avons raison dans notre combat. En 2008, lorsque j'étais étudiant, j'avais publié une vidéo qui est disponible sur YouTube. C'est pas pour en faire la pub, mais c'est pour dire, en 2008, j'étais étudiant. J'ai fait une vidéo pour dénoncer justement les actes, les tentatives de manipulation des Comoriens face aux Mahorais. En 2008, ça s'appelle Maolida de la communauté comore, je ne sais plus comment je l'ai intitulé, qui est disponible sur YouTube en tout cas. 2008, je me suis engagé, mais concrètement en 2015, vers 2015 par là. En 2016, j'ai eu le malheureux événement qui m'est arrivé. Et comment on se relève? Eh bien, on se relève jamais. On se relève jamais parce qu'encore aujourd'hui, je suis avec des cicatrices avec lesquelles je ne suis pas né. C'est des cicatrices qui m'ont été infligées par une personne qui a laissé entrer l'État, par une personne qui est hébergée par des gens qui hébergent ces personnes-là et qui mettent tout le monde en danger. Et le collectif n'appelle que la responsabilité des autorités, parce que nous savons que nous sommes dans notre bon droit. Le fait de vivre ensemble, c'est un accord de vivre ensemble. C'est un accord, c'est comment on appelle ça? C'est un pacte social. Il n'y a pas d'autre mot. C'est un pacte social. Nous nous mettons d'accord que nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde. Nous avons un devoir d'accueillir. C'est humain.
Nous devons aussi accueillir tous les immigrés qui veulent faire leur vie. Ça, c'est normal. Nous n'avons rien contre les étrangers. Par contre, nous demandons à ce que les autorités fassent respecter des quotas, qui fassent respecter la loi, tout simplement, et qui tapent durement ceux qui nous mettent en danger tous. Juste un dernier mot, Fatihou. Tous les immigrés ne sont pas effectivement à l'origine de ces problèmes. Est-ce que justement, il faut pas arrêter de stigmatiser et se rencontrer les uns les autres, peut-être par le biais notamment de représentants, on en a eu parfois qui sont venus de la communauté comorienne, que tout le monde puisse effectivement parler, discuter et dire c'est ensemble qu'on va régler le problème. Parce que si on s'affronte les uns les autres, on ne réglera pas. Mais Monsieur Bellucci, nous n'affrontons personne. Nous n'affrontons personne, on n'a rien demandé à personne, d'accord ? Nous sommes à Mayotte, on a choisi d'être français, on est fiers de notre choix et on aimerait tout simplement avoir notre place dans la France que nous avons choisie. Maintenant, il y a des gens qui viennent à Mayotte, sans l'autorisation de personne. Certains sont en situation régulière. Attendez, oui, d'accord, mais ils acquièrent ils régularisent leur situation après être rentrés illégalement. Donc bref, ils rentrent à Mayotte et viennent nous dire Mayotte c'est un territoire comorien. Combien de fois nous vous suivons ? Combien de fois vous recevez des invités comoriens ici ? Vous leur demandez est-ce que Mayotte est français ? C'est une question toute simple. Question toute simple. Est-ce que vous reconnaissez que Mayotte est française ? Montrez-moi la vidéo où vous avez eu une seule personne d'origine comorienne qui dit oui. Récemment, on en a eu un, effectivement, qui est là depuis plus de 30 ans à Mayotte, qui expliquait que de toute façon, il a tourné autour du pot. Il a tourné autour du pot. Voilà. Parlons clairement, il a tourné. Il n'y en a pas un. Donc nous ne demandons rien à personne. Par contre, il faut que tout le monde soit sûr d'une chose. Nous nous battrons jusqu'à notre dernière goutte pour faire triompher notre volonté. Nous ne nous laisserons pas marcher dessus. Là-dessus, le discours, il est clair. Non, mais le discours, il est très clair. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur Bellucci ? Qu'est-ce que vous voulez face à des personnes à qui vous avez dit, démocratiquement, nous avons voté en 74, nous avons voté en 76, nous avons voté en 2011, nous avons voté en 2008, puis 2011. Nous avons voté majoritairement. Par rapport à la question statutaire de dire que nous avons choisi d'être slaves. Vous avez des personnes qui vous disent non, nous ne reconnaissons pas votre choix. Qu'est-ce que vous voulez faire ? À un moment donné, ça s'affronte. Et en tout cas, nous sommes prêts à cet affrontement s'il le faut. Charge aux autorités de faire en sorte de prendre leurs responsabilités, de faire en sorte que je n'en arrive pas là. Charge aux autorités de faire en sorte, parce que les associations qui viennent ici de se donner bonne conscience, Solidarité Mayotte et j'en passe et des meilleurs, qu'est-ce qu'ils croient quand ils accueillent ces gens-là ici et dans de mauvaises conditions? Il y a eu des tas d'articles de journaux qui le montrent que ces gens-là viennent ici, ils sont obligés d'aller effectuer de la vente à la sauvette. Les gens qui prennent les voitures qui rentrent dans les villages tôt le matin à faire de la vente à domicile illégalement, ça s'appelle quoi ça? Donc, à un moment donné, il faut que chacun prenne ses responsabilités et qu'on ne vienne pas nous donner des leçons quand soi-même on en a besoin. Donc, voilà. Merci beaucoup, Fatihou Ibrahim, d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir donné votre avis, effectivement, sur cette affaire qu'on va suivre de près, notamment avec ces réunions, vous l'avez annoncé, le 2 novembre prochain et le 9 Le collectif appelle tous les Mahorais à venir le 2 et le 9 aider la famille. C'est des samedis, aider la famille pour montrer que face à l'adversité, face au mal, il y a le bien mahorais qui va triompher, quoi qu'il en soit. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et santé maintenant. Ce matin, une dizaine de manipulateurs de radiologie du CHM sont entrés en grève. Un mouvement lancé nationalement pour demander une reconnaissance de leur profession et une augmentation des effectifs localement. En parallèle, des agents du service maternité ont exercé leur droit de retrait suite à des tensions entre certaines sages-femmes et leurs cadres. Paul-Arthur Avit était sur place. Reportage. Ils étaient une vingtaine ce matin à proximité de l'héliport du centre hospitalier. Plusieurs raisons à cela, le manque d'effectifs et d'écoute de la part de la direction pour les manipulateurs radio et une mauvaise compréhension avec les supérieurs pour les sages-femmes. Celles-ci ont profité de leur droit de retrait pour contester et apporter leur soutien aux manipulateurs radio qui ont rejoint un mouvement lancé nationalement. Il y a deux affaires là, il y a la maternité, les AS et les AP qui ont fait un droit de retrait d'1 heure suite à une mauvaise compréhension entre eux et les sages-femmes, tout ça qui se passe avec les cadres. Et puis le deuxième mouvement, c'est le mouvement national des manip radio qui revendique plus de reconnaissance de le travail de personnel supplémentaire, tout ça. Mais aussi une meilleure écoute de la part de la direction et une entrevue avec la future directrice de l'ARS, Dominique Voinet. Pour le secrétaire de la CFDT Santé, la solution est simple pour calmer les esprits, que la direction soit à l'écoute et tienne ses promesses. Ces solutions, c'est concrètement déjà de respecter les engagements que nous avons, que l'intersyndicale et
la direction a eues. Ça, c'est la première chose. Les respecter, les faire appliquer et ensuite maintenir ces discussions d'une manière régulière. Une discussion qui n'est pas maintenue, malgré plusieurs réunions entre les manipulateurs radio et la direction où ils ont pu évoquer le problème du sous-effectif, rien ne change. Un problème majeur pour eux quand l'on sait qu'un manipulateur radio peut gérer jusqu'à 250 patients par jour. Quand on arrive à 7 heures et qu'on est tout seul, on a 5 ou 6 scanners en attente, plus le tout venant, la réanimation, les prématurés, les urgences qui se rajoutent, plus les scanners qui vont arriver, les quassas qui arrivent, les accidents de la route, et on est tout seul pour tout gérer. Un rythme de travail acharné qui explique leurs revendications. Les manipulateurs radio sont entrés en discussion avec la direction en cours d'après-midi. Et à noter que la réunion s'est terminée en fin d'après-midi et un groupe de travail a pu être constitué afin de trouver des solutions prochaines. Politique dans votre 19h, comme chaque soir, nous évoquons les candidats aux élections municipales. Dans la commune de Sada, la maire sortante Anchia Bamana compte bien garder son siège. Une tâche loin d'être aisée puisqu'elle n'a pas été investie par son parti, les Républicains. Elle va donc devoir faire face à beaucoup d'adversités, mais compte bien s'appuyer sur son bilan et sur son équipe actuelle. Écoutons sa réaction lors de la matinale de Kwesi. Je vais aux élections, et ça je l'ai dit clairement, sans étiquette. Oui. Sans étiquette, puisque je n'ai pas eu l'investiture DLR. Ce n'est pas la fin du monde. J'estime qu'avec l'équipe municipale de 2014 à ce jour, nous avons entamé un travail formidable dans la commune de Sada. Je sais comment j'ai retrouvé cette commune en 2014. Donc aujourd'hui, avec les collègues qui sont restés avec moi jusqu'à ce jour, nous continuons le combat pour le développement de la commune de Sada parce que nous avons entamé beaucoup de chantiers. Encore une fois, Paris ne s'est pas construit en un jour. Donc c'est raison pour laquelle nous souhaitons aller au-devant du peuple et c'est le peuple qui tranchera. Il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale avec notamment le mois européen de la cybersécurité ou encore le produit intérieur brut à Mayotte en 2017. Au montage, Leslie Vumenet. Lundi après-midi, aux alentours de 15h, des coups de feu ont éclaté devant la mosquée de Bayonne. 2 hommes de 74 et 78 ans ont été grièvement blessés et hospitalisés. Un suspect a été interpellé. Le président du conseil départemental, Swabadine Ibrahim Ramadani, a souhaité réagir et faire part de sa condamnation la plus ferme de cet acte odieux, inacceptable dans notre République. Il ajoute, je cite, « Je fais toute confiance aux autorités compétentes de police comme de justice pour faire toute la lumière sur cette affaire. Au-delà de ce nouvel acte, dont les conséquences auraient pu être dramatiques, il y a lieu de s'inquiéter de la recrudescence des actes islamophobes en métropole. De la même manière que nous condamnons sans équivoque toutes les attaques terroristes quand elles surviennent, il faut prendre très au sérieux ces actes, trop répétés à mon sens, qui visent à mettre à mal le vivre ensemble. Ce type d'actes ou ces comportements sont aux antipodes des valeurs que nous prônons ici à Mayotte, la tolérance, le respect de l'autre et la fraternité. Tel est l'islam que nous défendons. Chaque année, une campagne baptisée le mois européen de la cybersécurité est organisée durant les mois d'octobre et de novembre. Objectif que les usagers prennent conscience des enjeux du numérique et qu'ils adoptent les premiers bons réflexes. Si les faits ne sont pas extrêmement courants dans le 101e département, la gendarmerie a déjà eu affaire aux cybermenaces. Tout au long de l'année, des campagnes de prévention sont organisées. Pour aller encore plus loin, une section opérationnelle de lutte contre les cybermenaces sera effective à Mayotte dès vendredi. Son travail, faire de la vérification de contenu et de la prévention. Au total, ils seront 6 dans la section, des informaticiens pour la plupart, qui exerceront désormais sous le statut d'officier de police judiciaire. A noter que pour tout savoir des risques d'Internet, un kit de sensibilisation a été réalisé par le site cybermalveillance.gouv.fr. Si les résultats ne sont que provisoires, indique l'INSEE, le produit intérieur brut PIB à Mayotte a une nouvelle fois augmenté en 2017. Comme en 2016, il a connu une hausse de 7,5% en valeur à un rythme analogue à 2016. Une hausse qui s'explique par un contexte économique et social favorable puisque la situation s'améliore sur le marché du travail, les créations d'entreprises sont dynamiques et les entrepreneurs plutôt confiants en l'avenir.
3 facteurs majeurs expliquent cette hausse. Le premier, la consommation des ménages qui contribue pour 4,5 points à l'augmentation du PIB. En 2017, elle a progressé de 9,5%, soit 1 151 millions d'euros. Deuxième facteur, la consommation des administrations publiques en hausse de 5,5% en valeur en 2017. Troisième levier, l'investissement, qui était en hausse de 6,5% en 2017. A noter que si le PIB par habitant progresse quant à lui de 3,4% sur un an pour atteindre les 9 380 €, il reste cependant très éloigné du niveau national, qui est 3,7 fois plus élevé. Agriculture pour clore ce journal. Les agricultrices représentent plus de 40% des agriculteurs immatriculés à la CAPAM de Mayotte. Un chiffre conséquent qui montre la place particulière des femmes dans ce secteur. Accompagné d'élus locaux et d'acteurs du milieu rural sur l'île, ce matin le préfet est allé à la rencontre de l'une de ces femmes, Corinne Avis, agricultrice et propriétaire d'une exploitation à Ajangwa. Compte rendu de cette visite avec Marion Tellier. Corinne Avis est agricultrice en élevage bovin-lait. Son exploitation de 32 hectares située à Ajangwa, c'est depuis toujours son quotidien. Très jeune, elle reprend les rênes de l'entreprise familiale, une casquette de gérante d'exploitation qu'il lui a fallu très vite savoir maîtriser. Comment gérer une exploitation, c'est pas en claquant des mains du jour au lendemain. Moi, je l'ai repris à l'âge de 21 ans. Je m'y attendais, mais je m'attendais pas aussitôt. Je l'ai repris quand même. À cette période-là, j'ai fait face à 10 employés. Et que des hommes, vous imaginez, il a fallu que je porte de la voix, parce que mon père m'a dit, si tu portes pas de la voix, ils vont pas te suivre. Et j'ai fait mon apprentissage directement sur le terrain du jour au lendemain, tout en préparant un bac L. Sa persévérance, c'est à sa passion pour son métier qu'elle la doit. Les difficultés sont en effet nombreuses. Il en est désormais beaucoup qui, faute de solutions et de soutien, baissent les bras. J'ai vu beaucoup de collègues qui ont arrêté complètement, qui essayent de trouver un boulot ou qui sont partis en métropole ou à La Réunion se caser parce que ils me disent mais Corinne, c'est pas possible. C'est pas possible, on gagne rien et c'est vrai que comme dit mon banquier et mon comptable, Madame Avis, comment vous faites? Aujourd'hui, Jean-François Colombet, préfet de Mayotte, visitait l'exploitation avant d'y rester déjeuner. Un soutien moral, tant pour cette agricultrice que pour le milieu rural dans sa généralité. Ici, on a un exemple de ce qui peut être fait, de ce qui peut permettre de donner aux Mahorais une base saine, des produits sains, sans usage irraisonné de produits phytosanitaires et accessibles économiquement. À Mayotte, les difficultés rencontrées par les agriculteurs ne cessent de décourager les plus jeunes. Alors que de nombreuses méthodes ancestrales sont toujours pratiquées sur le territoire, le président de la CAPAM proposait récemment d'attirer ces derniers par la formation ou encore l'ingénierie. Pour l'heure, Corinne Avis représente l'exemple même de réussite dans ce secteur, pourtant de plus en plus fragilisé. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour décortiquer, comme chaque soir, l'actualité locale. Excellente soirée sur Quasi.